Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette émission avec la baisse du prix du carburant à la pompe de 25 francs CFA pour le mois de septembre. À suivre dans cette émission et ensuite focus sur le PPACI qui demande donc que le pouvoir puisse garantir la participation effective du président, de leur président Laurent Gbagbo, aux élections présidentielles d'octobre 2025 en utilisant l'ancien article 48, aujourd'hui devenu article 73 de notre Constitution. Focus là-dessus, analyse donc et décryptage dans cette émission. Ensuite, pour terminer cette première partie, nous reviendrons sur les attributions du Conseil constitutionnel avec nos amis. Et pour terminer notre émission après le journal télévisé, nous aurons à parler avec Monsieur Mathieu Kachia. Qui est-il? Il est conseiller municipal de la commune de Cocody. Il sera là au nom du maire Yassé, Jean-Marc Yassé, pour démentir formellement et donner meilleure compréhension aux accusations portées contre le maire par une cyberactiviste d'activités subversives contre le régime actuel. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes le 1er septembre. Excellent mois de septembre à tous et à toutes en espérant que ce mois garantisse encore une fois la paix à notre cher pays et sa santé, la bonne santé en tout cas population qui vivent en Côte d'Ivoire. Et les amis de la Côte d'Ivoire, merci de nous suivre. Vous nous suivez de partout dans le monde. C'est un privilège pour nous. Merci infiniment. Nous accompagne ce soir celui qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, Herman Aboua. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Je voudrais... Happy birthday. Thank you very much. Je veux saluer mon jeune coiffeur qui m'a rendu beau en ce jour. Il s'appelle Olivier Abo. Voilà, très très bon coiffeur. Merci beaucoup Herman. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout joyeux anniversaire encore Herman. Sache que même malgré tout on t'aime quand même. Ben voilà, faut le faire. Merci beaucoup Daouda. Marius Komoé, bonsoir. Happy birthday bro. Thank you bro. Joyeux anniversaire encore à Herman Aboua, un frère, un ami qui a des analyses pertinentes souvent. L'empoignade est de mise sur le plateau. Juste pour te recadrer de temps à autre. Bon. Bonsoir, merci en tout cas Marius. Alors c'est ton jour, on ne va pas faire de polémique. Pas du tout, pas du tout. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, merci et merci encore une fois à vous de votre fidélité à ce programme. Merci à tous ceux-là qui nous suivent sur le tube cathodique et sur le digital. Alors commençons donc avec cette première actualité donc annoncée à l'entame de notre temps d'antenne, la baisse du coût du carburant en Côte d'Ivoire de 25 000 francs. De 25 francs CFA, qu'est-ce que je raconte? De 25 francs CFA pour le mois de septembre. Marius Como, je pense que vous êtes très bien indiqué pour nous faire un point de situation. Oui, en effet, cela fait des mois, nous attendons justement cette importante déclaration du département ministériel en charge donc de la fixation du prix du carburant à la pompe, qui n'est autre que le ministère des Mines et de l'Énergie. Eh bien, la nouvelle est tombée donc au cours de la nuit d'hier, de la journée, j'allais dire dans la journée d'aujourd'hui. Et il faut noter désormais que le prix du gasoil et du super à sans plomb ont connu une baisse, comme vous l'avez souligné, de 25 francs ce mois de septembre 2025. Ainsi, le litre passe respectivement de 700 à 675 francs et de 855, je vais dire de 700 à 675 francs pour le gasoil et de 855 à 830 francs pour le super sans plomb. Par ailleurs, les prix du gaz butane demeurent stables. La bouteille de 6 kilos est fixée à 2000 francs, n'a pas bougé, et celle de 12,5 kg qui a toujours été de 5200 n'a pas non plus bougé. Les autres prix des différentes bouteilles de gaz n'ont pas du tout également connu d'os. Alors cela est dû tout simplement à une tendance baissière observée sur le marché mondial. Je rappelle qu'en 2005, au cours d'une grande augmentation sous le régime précédent du prix du carburant à la pompe, où nous avons constaté un pic. Pour une première fois, la Côte d'Ivoire se réveillait avec un prix à la pompe de plus de 855 francs du super dans les stations d'essence. Cela a soulevé un coût total
des organisations de transporteurs, des commerçants et des consommateurs. On arrivait justement sur l'impact sur le transport. Oui, et bien sûr, il y a eu un impact à n'en point douter à l'époque sur le transport, ce qui a suscité une grève des 3 entités citées. À l'époque, les organisations de consommateurs étaient dirigées par mon père fondateur, celui-même, le père fondateur du mouvement consommateur, celui-là même qui nous a tous formés, Maître Ngoranda. Ensuite, de l'autre côté, face à nous, on avait les organisations de commerçants, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire dirigée par Doucouré Vazoumana à l'époque, que lui a succédé après d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est le président, le maire d'Adjamé. Oui, tout à fait. Voilà, Farikous Mauro, qui assure donc les rênes de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous aviez pour les transporteurs Touré Adama. Dans les échanges que nous avons eus avec le ministère de tutelle à l'époque, il était convenu de mettre en place un comité technique pour travailler sur la question justement des propositions faites par les 3 entités organisationnelles que nous sommes. Et il est ressorti donc au final que le prix du carburant à la pompe à Côte d'Ivoire soit aligné sur le prix du baril de pétrole à la pompe. Le prix du baril sur le marché mondial. En 2005, sous le régime du président Laurent Gbagbo. J'ai participé en tant que vice-président de la Fédération des consommateurs aux côtés de Maître Ngoranda aux discussions. Et je peux vous assurer que ça a été une grosse erreur parce que par le passé, eh bien, le prix du carburant n'était pas aligné au prix du baril de pétrole sur le marché mondial. L'État subventionnait le carburant et ainsi que les bouteilles de gaz pour les ménages. Mais dès lors que nous avons demandé à l'État d'aligner le prix sur le marché mondial, on pensait que nous allions observer par la suite des tendances extrêmement baissières qui auraient contraint l'État à avoir une véritable baisse du prix du carburant. Mais malheureusement, la crise d'Irak et puis Pardon? Non, l'Irak aussi. À l'époque, oui, l'Irak, ensuite les événements russo-ukrainiens et tout récemment la situation en Syrie n'ont pas permis du tout, la Covid également, Daouda me le soufflait, n'ont pas du tout permis de rétablir l'ordre. Et donc, nous sommes restés dans une tendance hautement haussière. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que d'avril, la hausse était à $80, ça se négociait le baril de pétrole sur le marché mondial entre $80 et $70. Nous avons constaté une baisse allant jusqu'à $68 aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas qu'en avril déjà, on avait procédé à une augmentation. L'État avait procédé à une augmentation de 10 francs. Une diminution. Une diminution, pardon. Oui, merci, Élisée. L'État avait procédé à une baisse de 10 francs. Parce que nous avions constaté cette tendance baissière qui était passée de 80 à $70. Et aujourd'hui, nous sommes, le prix du baril de pétrole est négocié sur le marché mondial entre 67 et $68, obligeant donc l'État, au regard des discussions que nous avons eues en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs avec la direction générale des hydrocarbures dirigée par M. Bienvenu Essé. Qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, formidable. C'est une direction totalement au service des organisations de consommateurs, des transporteurs et des commerçants qui nous situent régulièrement sur l'évolution tendancielle au niveau mondial et leurs répercussions au niveau local. Et il nous avait été même rassuré à l'annonce de ces nouveaux prix que nous ne connaîtrons pas d'augmentation du prix du carburant jusqu'à l'année prochaine. Et donc les Ivoiriens peuvent donc souffler et nous espérons que les événements mondiaux nous permettront d'observer cette tendance baissière et le maintien du prix à la pompe. Merci beaucoup Marius. Ça a été un peu long mais c'était nécessaire de faire ce point de situation. Maintenant notre grande question, comment est-ce qu'on arrive à utiliser ce point-là pour faire baisser les prix donc, au niveau des transports. Messieurs, donc, vous regardez un peu le problème de façon asymétrique, votre réaction sur le sujet de façon asymétrique, la baisse, l'impact sur le transport et puis sur d'autres faits que vous pourriez mentionner. Élisée? Ok. En tout cas, l'idéal aurait été qu'on observe une baisse sur un certain nombre de produits et de services. Mais la réalité, il faut avoir l'honnêteté de la reconnaître, elle est implacable, c'est que rien ne bougera. Ça, c'est le constat qu'on fait. Rien ne bougera? Rien ne bougera. Je me rappelle ici qu'on avait reçu
le président des gares routières de Côte d'Ivoire, M. Touré Adama. Touré Adama, quand il y avait eu la baisse de 15 francs au mois d'avril. La coordination nationale des gares routières. M. Touré Adama, il avait été formel et clair avec nous que c'est la baisse telle que formulée est insignifiante pour eux au point d'avoir un impact sur le transport. On était à 15 francs. Donc selon 25 là, on est à 25 francs. On n'a pas bougé. La marge reste relativement encore minime. Si je veux m'en tenir à son argumentaire, donc il ne faut pas se voiler la face. On ne doit même pas s'attendre à une diminution du prix du transport. Là, on est à 40 francs. Non, mais là, de la baisse de 15 plus 25, on a 40 francs de baisse. Oui, 40 francs de baisse, si on veut le reconnaître. Ça ne pourrait pas justifier une baisse? Moi, je dirais, si on veut aller sur la base de ce qu'on a l'habitude de voir, logiquement, on devait sentir une baisse. On devait sentir une baisse. Mais il y a une réalité dans ce pays et qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de le dénoncer. On est toujours prompt à augmenter, mais très rarement on diminue. Même quand le gouvernement fera des efforts. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Mais je parle de tous ceux qui exercent une activité économique. Tous sont prompts à augmenter, mais rarement on peut compter sur le bout des doigts ceux qui sont capables de revenir à un prix qui soit un prix raisonnable quand on a senti une certaine amélioration de la situation économique. Et ça, depuis des lustres, on le voit dans ce pays. Les gens sont toujours prompts à augmenter, mais jamais à baisser quand on subit, je dis, ou quand on assiste à une amélioration des conditions économiques. Et même moi, là, cette responsabilité-là, franchement, je ne cache pas, je l'impute au gouvernement. Je l'impute à nos gouvernants. C'est à eux de prendre les mesures et les dispositions pour que... Parce qu'en prenant une telle mesure, puisqu'il y a des subventions derrière, comme il a dit, figurez-vous qu'à la suite de la crise russo-ukrainienne, c'est environ 800 milliards de francs CFA de subventions que l'État a engrangé pour qu'on supporte le coût du carburant. Mais aujourd'hui, le coût sur le marché, il a dit tout à l'heure, le prix du baril a drastiquement chuté. Là, on est en train d'assister à des baisses. Mais vous ne verrez à aucun moment une baisse du coût du transport et rien. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas un peu trop actif, justement? Mais non, il faut que le citoyen sente l'impact du changement. Il faut que le citoyen sente l'impact. Ça sert à quoi alors que le gouvernement se lève et qu'il prenne des dispositions qui soient de nature à améliorer les conditions de vie des opérateurs économiques si eux, à leur niveau, ne font rien pour que la population ressente le coût? Moi, je pense que la responsabilité, là, c'est vraiment, excusez-moi, c'est la responsabilité incombe à nos gouvernants. Vous prenez une disposition qui est censée avoir un impact sur la vie des citoyens, vous devez veiller à ce que tous les maillons de la chaîne soient à leur niveau. C'est-à-dire que dès qu'on a diminué là-bas, là, on diminue le transport, on diminue, de sorte que chaque citoyen sente à son niveau qu'il y a une amélioration. Herman? Élysée a dit, hein, j'allais ajouter à ce qu'il dit, parce que quand tu regardes, Marius a indiqué tout à l'heure $67 le prix du baril de pétrole actuellement. Oui. Ça équivaut à environ 239 francs, ça veut dire 240 francs CFA. Exactement. Nous sommes à 25 francs de réduction. 40 francs sur plusieurs mois. Les 15 francs. Oui, ça fait 40 francs sur plusieurs mois. Mais le prix du super sans plomb, il est toujours à 830 francs. À peu près 4 fois le prix du litre de baril de pétrole sur le marché international. On va me dire qu'on transporte, on raffine, on fait ceci, cela. C'est toujours trop. Vous partez dans des pays même qui sont... je ne vais pas venir les citer, mais on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, on ne sait pas trop pourquoi. On régule les prix, mais c'est toujours fort à supporter. Et il faut ajouter à cela ce que Élysée a dit, est tellement exact. Les transporteurs, le système des transporteurs, on a vu ici, à une période donnée, pour 5 francs d'augmentation sur le prix du carburant, les gens se mettaient en grève. Maintenant même, ils sont à une certaine purge. Parce que 40 francs, lorsque ça baisse comme ça, il faudrait qu'on sente aussi au niveau des transports. Mais quand ça atteint un certain niveau, parce qu'on a ajouté 10 francs ou 25 francs, ils augmentent le prix de transport en commun pour les usagers, les passagers. Et finalement, lorsque ça descend jusqu'à 40 francs, ils ne font aucun effort. Et le gouvernement reste là à les regarder. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait voir clair dans cette affaire. D'abord, le prix, moi, je trouve que c'est toujours très pénible à supporter par les propriétaires de véhicules et autres qui utilisent le carburant. Maintenant, il faut faire encore des efforts au niveau pour sensibiliser les acteurs au niveau des syndicats des transporteurs aussi pour régler ces questions. Sinon, moi je trouve, c'est vrai que c'est bon à prendre parce que ça fait gagner 4 litres de carburant sur quelqu'un qui consomme 40 000 francs de carburant par semaine. Mais c'est encore insignifiant. Daouda, est-ce que vous êtes en accord avec Élysée Herman? Vous vous dites, attention, il y a quand même des efforts qui sont faits, il faut être impatient. Réaction? Non, moi je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce que c'est vrai que
dit que les transporteurs ne baissent pas le prix du transport, il faut pouvoir mettre les choses dans leur contexte. Allez-y. Quand on regarde au niveau de 2022, de 2022 jusqu'à ce qu'on arrive à 2023, le carburant, quand on regarde les augmentations successives, c'est un peu plus, ou bien la limite de 100 francs. Or là, les deux baisses successives auxquelles on a assisté, il y a eu une baisse de 45 francs. Ça va être 40 francs. Donc quand on fait 40 moins 100, il reste encore 60 francs. Or, ne l'oubliez pas, chaque fois qu'il devait avoir des augmentations, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit le ministère de l'Énergie, il y a un autre ministère qui est en compte, ils discutent avec ces personnes-là, de sorte à ce qu'elles n'augmentent pas. Et même si l'augmentation il doit avoir, il faut que ça soit limite en fait. Donc du coup, quand ces transporteurs, je pense que c'est ce que M. Adama a dit sur ce plateau-là ici, quand nous avons supporté tout ça, et qu'il y a eu une augmentation de carburant d'un peu plus de 100 francs, et que tu viens baisser les 15 francs il y a 2 mois, et qu'après tu baisses de 25 francs, mais l'augmentation, moi je ne suis pas encore arrivé à mon niveau. On n'investit pas pour perdre. Je comprends ce que vous dites. Moi, je l'entends. Oui, voilà. Donc, à la vérité, il faut qu'on puisse trouver un juste milieu. Parce que la personne qui a mis des millions dans un camion, qui met du carburant à tout moment, tu vois, il y a des dépenses qui viennent. Après, pour parler de façon triviale, on ne travaille pas pour devenir mouton, on travaille pour acheter un mouton. Donc, que ce soit les commerçants, que ce soit les transporteurs, il faut aussi entendre ce qu'ils disent. Maintenant, après, comme Élisée l'a si bien dit, la responsabilité de l'État aussi est engagée en la matière pour dire que, bon, ok, c'est pour cette raison justement que je dis, quand il s'agit d'augmenter, vous les appelez pour discuter avec eux. Donc si vous voulez baisser aussi, il faut les appeler pour discuter, pour voir dans quelle mesure on va trouver un juste milieu pour que le consommateur final, que nous sommes tous, on puisse être tous à l'aise dans cette situation. Voici la nuance que je voudrais faire. Voilà. Marius, je reviens vers vous. Est-ce que justement vous avez écho, de par votre position évidemment, est-ce que vous avez écho d'une table de discussion avec les transporteurs à l'effet justement de voir les coûts réduits? Non, mais en matière de discussion, et à vous dire vrai et en toute sincérité, la table de discussion n'a jamais été rompue. Ni avec les transporteurs, pas nous en tant qu'organisation de consommateurs, mais le ministère de tutelle lui-même et la direction générale des hydrocarbures n'ont jamais rompu la table de discussion. Nous avons été régulièrement convoqués, informés des tendances baissières et haussières. Et il n'y a même pas de cela, comme le disait Daouda, les transporteurs, à leur humble niveau, avaient évoqué la question justement d'une nouvelle table de discussion avec la Direction générale des hydrocarbures, ce que le directeur des hydrocarbures, M. Bienvenu Essé, a bel et bien accepté. Et régulièrement, c'est lui-même qui nous donne les informations sur, bien que nous suivons l'actualité internationale sur le coût du pétrole, du baril de pétrole sur le marché mondial, il nous donne régulièrement les informations sur les tendances. Et j'essaie, en ce qui nous concerne, qu'une prochaine discussion, une prochaine table de discussion au travers du comité technique qui a été mis en place aura bel et bien lieu pour apprécier justement les prochaines évolutions de la tendance au niveau mondial. Mais pour l'heure, je peux vous assurer que les décisions qui ont été prises à la suite des rencontres avec ce comité technique qui regroupe et les transporteurs, les commerçants et les consommateurs à travers leurs différentes fêtières, chapeautées par la Direction générale des hydrocarbures, eh bien, il n'y aura plus d'augmentation du prix du carburant, ni certainement peut-être s'il y a une nouvelle baisse en fonction des tendances, on verra bien, mais on n'a pas prévu d'augmentation pour le carburant en ce qui concerne le carburant en Côte d'Ivoire. Alors s'il vous plaît, messieurs, est-ce que le point c'est Marius? Une réduction au cas où il y a des tendances qui nous sont favorables au niveau baissier. On a une tendance, on a une baisse sur un mois. Est-ce que sur la base d'un mois, justement, on peut se permettre de pouvoir baisser, Daouda? En fait, l'idée, c'est aussi ça, parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Lorsque le carburant a baissé en son temps, les transporteurs n'ont pas augmenté le prix véritablement. Et donc, quand il y a la baisse sur un mois, sachant que le prix du carburant peut baisser comme augmenter,
Mais si eux aussi ils baissent, donc chaque mois, on doit bouger, est-ce qu'il y aura une fluctuation à tout moment? S'ils ont baissé de 25 francs, ils ont augmenté de 25 francs, ils augmentent de 10 francs. Si on en baisse de 25 francs, on baisse... Non. Oui, donc l'idée, en fait, c'est il faut que l'État régule tout ça, il faut pouvoir regarder tout ça. Et ne pas oublier surtout que durant la crise de Covid, la crise russo-ukrainienne, les commerçants, les transporteurs ont été conciliants pour ne pas augmenter certains produits. Surtout les transports. Il faut le dire clairement. Très bien. Élisée demandait la parole, ensuite Herman. Ok. Moi, j'ai compris un peu ce que Daouda a donné comme explication. Vous savez, si on va sur cette base, si on ne voit pas la chose de façon générale, je pense qu'on biaise un peu le débat. Allez-y. Vous savez, l'État a consenti tellement d'efforts, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, que pour moi, l'État est mal rétribué. Et c'est comme si ça ne lui dit rien. C'est-à-dire explication. Mais quand vous regardez les infrastructures qui ont été réalisées depuis 2011 à aujourd'hui, ça a eu un impact sur le transport. Toutes ces routes qui ont été faites, qui fait qu'aujourd'hui, ces véhicules qui partent au garage chaque 2 jours ne vont plus au garage chaque 2 jours. C'est un gain qu'ils ont eu. Quand l'État subventionne le carburant à hauteur de 800 milliards de francs CFA, on aurait pu prendre ça pour faire des investissements. Mais c'est des efforts que l'État fait. Mais l'État, l'impression que moi j'ai, c'est que peut-être l'État lui-même, il trouve que bon, il ne fait pas assez. Je pense, hein. Parce que quand je vois comment les choses se déroulent, j'ai l'impression que lui, il se dit, je ne fais pas suffisamment assez, bon c'est bon. Non. Vous ne pouvez pas consentir de nombreux efforts de cette manière et puis laisser tout dans le dictat des opérateurs économiques, de décider de faire ce que... Non, pas du tout. Il faut que l'État dise, on a consenti à faire un tel effort, il faut qu'on sente l'impact. Parce que l'effort là, quelque chose justifie le fait que l'État fasse ces efforts. Hein. Le but, in fine, c'est que les populations puissent en bénéficier, qu'il y ait un impact final. Est-ce que quand on finit, on fait une étude pour savoir qu'au bout de 6 mois ou au bout de 1 an, là, les efforts qu'on a consentis, là, ça a eu un impact sur les populations? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, j'estime pour ma part qu'il y a trop d'efforts qui sont faits et qui sont malheureusement mal promus, au point où les uns et les autres en profitent et font de la surenchère. Et ça, il faut qu'on régule ça. On termine avec sur ce point. Ce que nous disons, ce n'est pas que les transporteurs ne soient pas conciliants par moment. Ce qu'on dit, c'est qu'on a la fâcheuse habitude de voir en sorte que lorsque le prix du carburant augmente, souvent même de 10 ou 15 francs ou 20 francs, il monte à 100 francs. Souvent, ils ajoutent 100 francs ou 500 francs pour les longs courriers. À quand remonte justement la dernière augmentation des transporteurs? Justement. Mais ils le font tous les jours. Non, moi, je vous dis, vous prenez l'axe, je prends un exemple palpable. Vous prenez l'axe Bingerville à Djamé, ou bien Bingerville-Yopougon, les gens font des transports en escalier. Ils prennent les populations, on les dépose à Faya pour 300 ou 400 ou 500. Et après on les prend encore des trucs. Chaque matin, regardez un peu. Mais oui, mais c'est de ça qu'on parle. Leur justice, c'est que le pétrole, le carburant continue d'être cher pour nous. C'est ce qu'ils disent tout le temps aux passagers. Nous, encore, non. Un récent passé, moi, j'ai pris ces transports en commun là. Donc, je sais de quoi je parle. Ils font des transports en escalier. Tu quittes Bingerville, Faya, 500 francs. Après, quand tu quittes Faya, ils te descendent à Riviera 2, tu payes encore 500 francs. De Riviera 2 à Djamé, ils font encore ça. Et ça fait qu'ils n'ont plus un trajet tout droit à certaines heures de Bingerville à Djamé. Tout le monde doit descendre à un niveau, et ils rechargent d'autres personnes. Allez-y voir ça. Et qu'est-ce que l'État fait à ce moment-là? Parce qu'au-delà des coûts qu'on baisse de 10 francs ou 15 francs, de 25 francs le prix du carburant, les passagers, les populations continuent de souffrir le martyre sur les routes. Merci Herman pour ce point. On termine rapidement. Non, très rapidement. Sur le point de Bingerville, par contre, tu as raison. C'est même pas Bingerville seul. Non, j'ai compris, j'ai pas du point de Bingerville, même les autres et tout. C'est un point qui s'entend. Mais ces personnes qui s'adonnent à cela, ce sont des fraudeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait plaisir? Et puis c'est devenu courant. C'est ce que je dis. Ce n'est pas dû au prix du carburant. C'est juste que ces personnes-là sont des fraudeurs. Et donc, du coup, comme au-delà, ils regardent les heures de pointe, ils préfèrent jeter les gens à un certain niveau. Souvent, mais ils font la bagarre. Jeter les gens. Oui, mais en fait, il faut le rendre trivial pour que tout le monde comprenne. Mais ils les déposent là-bas, voilà, comme ça. Et puis après, chaque fois, quand vous arrivez à ce point-là, c'est la bagarre entre apprenti Baka et passagers. C'est des fraudeurs. Ce n'est pas dû au carburant. Mais... Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Alors, nous, on n'aura pas 30 secondes. Passons au sujet politique. Et je l'annonçais donc à l'entame de notre temps d'antenne. Le PPACI souhaite donc, exhorte le pouvoir à garantir la participation du président, donc de son président Laurent Gbagbo, aux élections présidentielles du 25 octobre 2025, avec sur la base justement de l'ex-article 48, utilisé dans l'ancienne Constitution, aujourd'hui article 73. Élisée, avec vous, revenons donc sur les articles et nous allons donc avoir votre point de vue. Que dit l'article 48 actuel de la Constitution? L'article 73.
Non, 48 et on passe à 73. D'accord, d'accord. Oui, non, là, je comprends ce que Christelle veut dire, parce que l'article 48 qui était dans le code 2000 n'est plus celui qui est dans la Constitution, pardon, dans la Constitution 2000 n'est pas la celle de la Constitution. L'article 48, dans la Constitution actuelle, c'est-à-dire celle de 2016, vous dit que l'État du Côte d'Ivoire est une république indépendante et souveraine. Bon, ça présente l'état de souveraineté du pays. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. L'hymne national est l'abidjanaise. La devise de la République est union, discipline, travail. La langue officielle est le français. L'article 73, qui est en fait la reprise de l'article 48 de la Constitution de 2000, dit ceci. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du président de la République à la nation. Voilà ce que l'article 73 dit. Donc c'est une reprise. C'est de cela qu'il parlait en réalité. En réalité, c'est ça. C'est l'article qui convoque des mesures exceptionnelles prises par le président de la République. Très bien. Voilà. Maintenant, votre commentaire. Oui, je pense que l'article de lui-même donne une réponse à la sortie des responsables du PPACI. Regardez un peu les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces mesures exceptionnelles doivent être prises. L'article le dit. L'article vous dit que ces mesures ne peuvent être prises que lorsque l'intégrité, lorsque l'institution de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Oui, est-ce que c'est dans le contexte? Est-ce qu'on est dans ce contexte? Selon vous, il y a un contexte à regarder. L'article lui-même le dit. L'article vous dit que les mesures exceptionnelles là ne sont convoquées que quand on est dans ce contexte, dans ces contextes-là précis. Est-ce qu'on est dans ces contextes? Non, on n'est pas dans ces contextes. On n'est pas dans ces contextes. Voilà. Maintenant, si on me dit qu'on veut, au travers d'un dialogue politique, amener le gouvernement ou le président de la République à prendre des mesures, je peux comprendre. Mais si on convoque l'article 48 de 2000, qui est aujourd'hui repris dans l'article 73, qui est l'article 73 dans la Constitution de 2016, en réalité, rien ne justifierait qu'on puisse prendre des mesures exceptionnelles en ce moment-là. En tout cas, selon ma compréhension du texte. Herman, votre compréhension du texte. D'abord, il faut peut-être dire à Élysée que c'est vrai qu'il cite les différents le contexte et il cite les dispositions légales, mais l'esprit de l'article 73, ça veut dire que c'est de donner plein pouvoir au président de prendre des mesures de grâce ou autres pour régler une question si on estime que le climat de confiance est terni. C'est ça qui est l'intention. Au-delà de ce qui est écrit de façon linéaire. Et c'est dans cet esprit que le président Laurent Gbagbo, en 2000, suite aux différents accords, a décidé de faire certains candidats, des candidats exceptionnels, ouvrir le jeu politique à tous ses adversaires, politiques, la course à la présidentielle de 2010, ce qui a été fait. Donc, je m'imagine que ce que les responsables du PPACI disent en convoquant l'article 48 de façon contextuelle lorsqu'on repart en 2010, et s'il y a son jumeau dans la Constitution actuellement, il faudrait qu'il convoque aussi 73. La même chose pour que le président, vu les sons discordants, la nécessité de s'entendre, de s'accorder pour aller à des élections paisibles, inclusives et autres, convoque cet article 73 pour pouvoir faire de façon exceptionnelle. Surtout que les personnes, là, comme Marius le dit souvent ici, se baladent malgré leur condamnation et que Tidjane Tiampou, on veut prendre son cas par exemple, c'est quelqu'un, on estime qu'aujourd'hui qu'il est ivoirien, qui peut être sur la liste électorale à la prochaine révision de la liste électorale. Donc pourquoi ne pas, de façon exceptionnelle, anticiper, le mettre sur la liste électorale si jamais il respecte cela. Voici ce qu'il faut faire. Et puis pour terminer avec ça, l'histoire politique ivoirienne, vous savez, est marquée par des décisions fortes qui ont façonné son destin électoral. En 2010, je vous ai parlé de ce que Laurent Gbagbo a fait. Ce geste inscrit souvent, ces genres de gestes-là, c'est remet un climat de confiance. Et qu'est-ce qu'on veut in fine, comme tu aimes l'utiliser? C'est de faire en sorte que les Ivoiriens, tous heureux, tous en paix, puissent participer à un scrutin qui est important, qui date décider de l'avenir de la nation. Donc si on le fait, que ça peut préserver
la mise en mal de la nation, je ne crois pas que ça soit mauvais et que, surtout qu'on a fait ça dans notre histoire récente. On a pu le faire dans certains cas. Marius? Franchement, ce débat-là, nous l'avons évoqué longuement sur ce plateau. Quel débat? Relatif, justement, le débat relatif donc à l'éligibilité à la magistrature suprême de notre pays, relativement à un certain nombre de candidats, dont le président Laurent Gbagbo, puisque c'est de son parti nous parlons, et des déclarations des cadres de son parti. Alors, moi, je crois qu'il faut faire simple. Monsieur Ouattara, pour parler comme Herman le faisait tantôt, avait été injustement condamné lui aussi par des décisions de justice. À l'époque, et Élisa a bien fait de rappeler les faits. Nous étions dans un contexte exceptionnel, où le pays était coupé en deux. On ne va pas refaire l'histoire de la rébellion sur ce plateau. Non, ce n'est pas notre objectif. Mais je dis et je le répète, l'époque où M. Laurent Gbagbo faisait de M. Ouattara un candidat exceptionnel n'est pas l'époque que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, le pays n'était pas totalement pacifié. Non, même pas que pacifié. L'unité du pays n'était pas véritablement au jour. 60% du territoire national était entre les mains d'une bande armée qui s'était attaquée au pouvoir en place. Aujourd'hui, on voit cette bande armée-là. Donc attention, il faut faire très attention. C'est vrai, et nous l'avons dit et nous l'avons souligné. Et nous n'avons pas changé d'un iota. Pour ceux qui pensent que le fait de dire aujourd'hui une chose et demain d'apprécier en fonction de l'évolution des choses et dire autre chose voudra dire tout simplement que vous racontez tout et n'importe quoi. Mais c'est tout à fait, c'est archi faux. Nous ne mangeons à la table d'aucun roi et je vous regarde droit dans les yeux, je le dis et je le répète. Revenons. Oui, mais justement, laissez ça. Le cas du président Laurent Gbagbo, nous l'avons défendu ici. Nous en avons appelé j'allais dire, au bon sens du président de la République. Nous avons demandé que son cœur se prête au pardon et qu'il permette à M. Gbagbo d'être candidat. Mais entre ce qu'un Marius comme moi vient plaider et puis l'appréciation d'un chef d'État qui a entre ses mains la vie de plus de 30 millions d'Ivoiriens, c'est pas la même chose. Très bien. Non, il décide en connaissance de choses. Et là, il a préféré ne pas, semble-t-il, et c'est ce que je peux conclure, nous entendre. Bon, il a ses raisons, que moi-même j'ignore, et que notre raison même ignore. Mais quoi qu'il en soit, M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Évoquer des questions de la Constitution en oubliant le code électoral qui vient compléter les dispositions de la Constitution. C'est comme vous êtes dans une organisation associative, il y a les statuts et les règlements intérieurs qui viennent compléter les statuts. Il y a des décrets, des arrêtés qui complètent tout ça. On veut les oublier et puis on sort un seul article, on nous dit, mais et le code électoral qui définit les conditions d'éligibilité, on met ça où? Alors non, il faut aller droit au but et puis ne pas donner l'impression qu'on dit une chose ici et puis on dit son contraire. Nous l'avons dit, M. Laurent Gbagbo a été jugé et nous n'avons pas apprécié la façon à laquelle il a été jugé. Nous avons demandé que le président de la République ait le mot, je l'ai toujours dit, aujourd'hui c'est un mot repris par les Ivoiriens, la magnanimité du président de la République, nous l'avons évoqué ici, mais on n'a pas été entendu. Alors, on va aller à ces élections parce que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale ou pas, nous devrons aller à cette élection. Que M. Tidiane Thiam soit sur une liste électorale ou pas, nous devons aller à cette... Est-ce que parce que ces deux personnalités n'ont pas leur nom sur la liste, on doit brûler le pays? J'ai dit non, parce que moi je vais rester dans mon pays et puis évoluer et voir mes enfants évoluer. Je ne vais pas brûler mon pays pour deux individus. C'est tout. Merci Marius. Daouda, votre réaction, votre commentaire? D'accord, je pense que je vais revenir sur... on va analyser le discours de M. Damana Adia Picas parce que quand j'ai lu, comment on appelle ça, la sortie de M. Damana Adia Picas, sa sortie s'inscrit en fait dans un registre de mobilisation. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais ce qui est important, c'est d'aller dans le texte parce que le ton... Le fond. Oui, le ton et les formules qui ont été utilisées. Christelle, au-delà de la mobilisation, je pense qu'on est à la limite de l'appel à l'insurrection en fait. Cela? Je m'explique, je vais y arriver. Florilège de termes qui ont été utilisés dans son discours
D'abord, le trop, c'est trop, on le sait déjà. Un mouvement qui existe. Voilà, depuis, un mouvement qui existe. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne voulons pas que les gens souffrent en silence. Tous ces termes, en fait, participent à une rhétorique, en fait, de contestation radicale. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, quand il va au niveau du second ou troisième paragraphe, il te dira, nous dénoncerons, nous nous mobiliserons, même face aux intimidations. De quelle intimidation il parle, je ne sais pas trop, mais bon, quand tu analyses le discours, tu sens que c'est pour préparer, en fait, psychologiquement, les militants à faire face au pouvoir. Parce que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça se voit, ça se lit. Et pour ceux qui ne le sont pas, qui nous regardent... Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, parce que si vous avez remarqué, il y a une douce pression depuis quelques jours qui est en train d'être mise sur la présidente du Conseil constitutionnel. À chaque fois. Quelle douce pression? Non, on attend la présidente du Conseil constitutionnel, il faut que le nom de Gbagbo Laurent vienne sur la liste, patati, patata, et plein de choses comme ça. Donc, si, comment on appelle ça, au cas où elle donne son verdict, il faut qu'on aille dans tel restaurant, dans tel cabaret, dans tel ceci, pour aller s'asseoir là-bas, pour attendre. En fait, les mots sont assez voilés, donc il faut faire très attention, parce que et laisser croire aux Ivoiriens, je pense que c'est ce que Marie est en train de dire, laisser croire aux Ivoiriens, parce que c'est ce qu'il dit dès l'entame de son texte. Si Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, et je vais vous lire la partie pour qu'on soit tous d'accord. Allez-y. Voilà. Quel paragraphe? Nous vous disons qu'il faut un véritable dialogue pour que les élections à venir soient paisibles, inclusives et crédibles. Nous disons au pouvoir, il faut arranger pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Car on nous a dit dans ce pays qu'il faut s'arranger pour que Ouattara soit candidat, d'où l'article 48 de Pretoria. En fait, quand tu lis ce verbatim, ces propos de Damana Dia-Picasse, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, il y a une épée de Damoclès qui plane... Oui. Non, allez-y, terminez votre propos. Si Damana Dia-Picasse, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est qu'il y aura des soubresauts, il y aura des affrontements, tout et tout. Je pense qu'il ne faut pas se faire peur pour ça. Peut-être que moi, je ne vois pas la chose de la même façon. Et du coup, quand j'ai fini de lire tout son discours, c'est le langage émotionnel, l'appel à la résistance, forme de structuration. Je pense que c'est le combo parfait d'un discours à la frontière. Je le dis bien, il préfère être mesuré à la frontière entre la mobilisation démocratique et l'appel à l'insurrection voilée. Pour finir, Damana Picasse fonde son argument sur l'usage de l'article 48 de la Constitution en rappelant les précédents de Pretoria. Mais il est important pour la mémoire des Ivoiriens que en 2005, lors des accords de Pretoria, Thabo Mbeki, c'est lui qui attire l'attention de l'ex-président Laurent Gbagbo pour lui dire, bon, on doit aller aux élections, tout et tout, donc il faut qu'on trouve des solutions. Il dit lui-même, lui, il n'est pas juriste, il ne peut pas s'immiscer dans la loi. C'est là que Thabo Mbeki rappelle à M. Laurent Gbagbo, alors, président, pour lui dire, l'article 48 de ta Constitution te le permet parce que, puisque tu n'as pas l'intégralité du pays, et quand nous sommes dans une situation d'exception, tu peux prendre des mesures. Voici comment M. Laurent Gbagbo utilise l'article 48 pour faire en son temps de Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Adama Daïko, plein de personnes, candidats exceptionnels. Mais Christelle, revenons en arrière en 2025. Comparaison n'est pas raison. Et je pense que les propos de Damana Dia-Picasse sont hors de propos parce que dans le contexte actuel, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Je vais terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Le contexte de Pretoria était marqué par une sortie de crise, de guerre, où Laurent Gbagbo ne contrôlait absolument rien. Donc, rien de tel n'existe aujourd'hui. Et l'article 73 actuellement, quand on parle de Alassane Ouattara doit utiliser l'article 73. Déjà qu'on n'est pas dans un contexte de crise. Il n'y a pas ce contexte. Et il n'a pas aussi la loi, il n'y a pas aussi la loi d'habilitation qui lui permet, que les députés lui donnent pour permettre qu'il puisse prendre des ordonnances. Il n'y a pas tout ça. Donc si Alassane Ouattara se permet d'utiliser l'article 73 de la Constitution, il est en porte-à-faux avec la Constitution sur laquelle il l'a juré. Il dit non, il sera dans le faux. Et je pense que n'importe quel Ivoirien serait capable de porter plainte contre Alassane Ouattara parce qu'il s'est parjuré.
Et je pense qu'Alassane Ouattara ne va pas se parjurer. Mais merci Daouda. Herman, vous étiez en soubassement de rire. Oui, Allez-y, on aimerait comprendre. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que Daouda a fait son analyse de test, parce que ça obéit à une certaine méthodologie. Même il ne suffit pas de dire que dans la forme et dans le fond, et pour dire qu'on fait une analyse de test. Les propos de Damana Picasse, en quoi est-ce que ces propos-là sont différents du discours livré par Laurent Gbagbo la dernière fois? Ou mais c'est parce que c'est Damana Picasse? Rappelons le discours. Mais Laurent Gbagbo a dit simplement qu'on ne va pas laisser le 4e mandat passer. Et on a même dit, analysé sur ce plateau, qu'il se prépare à faire en sorte qu'il y ait un blocage à ce niveau. Si jamais, ce n'est pas fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui me gêne un peu dans la démarche de certains sur ce plateau, c'est comme si, parce que les opposants espèrent que ça marche, donnent même des pistes, des instruments à utiliser au président Alassane Ouattara pour faire en sorte qu'on ait un climat apaisé, parce que l'opposition a ses préalables. On estime que dans cela, lorsque l'opposition va maintenant user des dispositions même légales, légitimes, appeler aux marches et à manifester, ce sont des dispositions légales pour contester dans un régime normal, pour contester par rapport à certaines décisions d'un gouvernement. Donc, si cela ne marche pas, ça ne va pas surprendre aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo l'a dit, que l'opposition puisse chercher par ses voies et moyens qui sont légitimes pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce droit-là. Donc, en quoi est-ce que Damana Picasse, aujourd'hui, il organise une sorte de chienlit comme cette atmosphère qu'a décrit Daouda? Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Moi, je pense que dire que le contexte n'est pas pareil, je suis désolé. Est-ce qu'on souhaite que le contexte ressemble véritablement comme des jumeaux au contexte de 2010 avant de pouvoir entendre ces propositions-là, ces suggestions-là de l'opposition? Non. Aujourd'hui, on est dans une chose. Nous, tout le monde on est là, on discute, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va arriver après le 10 et autres? Donc, si l'opposition estime que voici des instruments, des outils que peut piocher le président de la République pour essayer de calmer, surtout que c'est entre nous, je pense. Très bien. Où est le drame, où est le péril, où est l'orchestration d'une certaine chienlit qui serait en préparation? Bon, alors, on écoute. Élisée avait demandé la parole. Ensuite, Daouda. Ok. Je rebondis sur deux interventions qui, pour moi, quand même, méritent qu'on puisse y attarder un peu. Premièrement, c'est concernant l'intervention de Daouda. Je pense qu'on est sur un plateau de télé. Il faut faire très attention parce qu'il y a des thèmes qui peuvent vraiment, mettre le feu aux poudres. Je pense que les questions d'appel à l'insurrection et autres, tout ça, il faut vraiment les mesurer quand on les utilise, surtout pour décrire les propos de quelqu'un. Ça risque de mettre le feu au poudre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on y arrive pour le moment. En tout cas, moi, je lis tout ce que je lis comme verbatim. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment, je veux dire, à une frontière d'un appel à l'insurrection. Donc ça, c'est important quand même qu'on le relève. Et puis, deuxièmement, je veux aussi rappeler à l'endroit de Herman, parce qu'il est en train de dire, il s'est répété 2 fois dessus, mais je pense que c'est un lapsus qui est révélateur. Allez-y. Lequel? La disposition prise par M. Laurent Gbagbo pour faire de M. Ouattara candidat était relative à l'élection présidentielle de 2005. Ce n'était pas pour 2010. Et de façon exceptionnelle. C'était pour 2005. Parce qu'en 2005, il était censé avoir des élections. Et les accords, justement, disaient qu'en prélude à cette élection-là, on prend donc une disposition qui dit qu'il faut que le candidat, les signataires de l'accord de Marcoussis de 2003 sont d'office des candidats si bien évidemment ils le veulent. Il suffit juste de prendre l'arrêté de Léopold Ndré, l'arrêté de Léopold, le président du Conseil constitutionnel de 2009, Très bien. qui définit les modalités pratiques de la candidature et le second arrêté qui dit pourquoi ceux-ci ont été candidats, pour comprendre que ça n'avait rien à voir. Ce n'est pas dans ce contexte-là, donc ce n'est pas 2010. Très bien. Ça, c'est important de le dire. Je termine dessus, pardon. Ça, c'est la dernière phrase. Je termine dessus pour dire que non, il ne faut pas banaliser la Constitution et banaliser les articles de la Constitution. L'article 73 ne peut pas être repris parce qu'on veut juste que M. Gbagbo Laurent soit candidat. Mais pour que M. Gbagbo Laurent soit candidat, il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés en dehors de l'article 73. L'article 73, là, pour l'utiliser, là, voilà ce qui est dit. Les contextes dans lesquels ça doit être utilisé. Il est même dit, les mesures exceptionnelles exigées
par ces circonstances, après consultation obligatoire du président, mais ces circonstances-là, est-ce qu'on les a? Mais on reviendra sur 73. Non, Élysée, non, il y a une précision qu'il faut faire. Herman, Non, attendez, non, c'est important, parce qu'il ne faudrait pas induire les téléspectateurs en erreur. on part au journal. Terminer rapidement. Herman, on part L'article au 73 journal. n'a pas été convoqué par On part au journal. Herman, s'il vous plaît. Herman, s'il vous plaît. Non, c'est juste... Non, mais c'est moi qui donne la parole. Calmez. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré des douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Momo, les nouvelles sont bonnes. Vos frais de retrait sont à 0%. Pour tout retrait validé à partir de l'appli Momo. La totalité des frais prélevés sont remboursés en 48 heures. Télécharge ton appli Momo sur le store de ton choix et profite d'opérations 100% gratuites. Momo, c'est simple, rapide et sécurisé. Déjà la rentrée avec le groupe Life. Établissement scolaire, université ou entreprise dans le secteur éducatif, boostez votre visibilité pour la rentrée des classes avec une offre exceptionnelle sur Live TV et Live Radio. Découvrez notre package en contactant le service commercial au 07 08 37 66 34 07 10 00 78 07. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Live TV, la télé sans filtre. Entrepreneurs vont à la conquête du trône du jeune Mensa. Formation, pitch, présentation devant les membres du jury. On est bon. Et bon. La course à 100 millions de financement ne sera pas de tout repos. Nous croyons jusqu'au dernier moment. L'aventure commence maintenant. Ils sont 16, mais un seul sera désigné jeune Mensa saison 4. Live TV, la télé sans filtre. Tout de suite sur Live TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité du lundi 1er septembre 2025. Ce soir, nous faisons le point des événements marquants. La prestation de serment du nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, a pris officiellement les rênes de l'institution, un mandat qui s'annonce décisif pour l'Afrique. Puis une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Ivoiriens avec la baisse du prix du carburant à la pompe. Dans cette édition, on s'interroge sur les potentiels bénéfices sur les populations. Sur une note un peu moins reluisante, on fait le bilan de ce séisme qui a frappé l'Afghanistan, ne dénombre pas moins de 800 morts. Le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque africaine de développement ont organisé aujourd'hui à Abidjan la cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau président élu de l'institution, Dr Sidi Ould Tah. L'événement a été présidé par Ludovic Ngatsé, ministre de l'économie et du plan et de l'intégration régionale de la République du Congo, en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un moment historique qui marque la transition de leadership à la tête de la plus importante institution financière multilatérale du continent. Francis Kofi, Félicien Biaou. Le docteur Sidi Ould Tah a officiellement prêté serment en qualité de nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Il devient ainsi le 9e président de la BAD depuis la création de l'institution
le 4 août 1963. Moi, Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement, prends ici l'engagement solennel devant le président du Conseil des gouverneurs et les membres du Conseil d'administration de respecter les dispositions de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, de me conformer à ces règlements. À 60 ans, le Mauritanien Dr Ould Tah prend les rênes du groupe de la BAD, Banque africaine de développement. Élu le 29 mai dernier en Côte d'Ivoire, avec 76,18% des suffrages, il s'est imposé face à 4 autres challengers lors du scrutin des gouvernements représentant les 81 pays membres. Son élection marque le début d'un nouveau chapitre pour l'institution panafricaine avec l'ambition de répondre aux défis pressants du continent, accélérer la croissance, réduire la pauvreté et impulser un développement réellement durable. Le mandat qui s'ouvre s'annonce stratégique tant pour l'avenir de la BAD que pour celui de l'Afrique tout entière. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. Il l'a déjà démontré lors d'épisodes difficiles comme la crise financière de 2008-2009 et plus récemment avec la pandémie Covid-19. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie d'investiture aux côtés de son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Dans son adresse, le chef de l'État ivoirien a surtout réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à accompagner la banque dans la réalisation de ses grandes ambitions pour le développement du continent. Vous prenez aujourd'hui les rênes d'une institution solide et respectée. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, au regard de votre leadership, votre expérience avérée et votre vision, j'ai la conviction que la Banque africaine de développement saura faire face à ces défis et continuera à jouer un rôle encore plus important et plus déterminant dans la transformation économique et sociale de notre continent. Économiste chevronné, Sidi Ould Tah arrive à la tête de la BAD avec un solide parcours dans le financement du développement et la coopération internationale. Avant son élection, il dirigeait depuis 2015 la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, où il a marqué de son empreinte la stratégie de financement du continent. En Mauritanie, il a également occupé de hautes fonctions gouvernementales, dont celle de ministre de l'économie et des finances, confirmant son expertise et sa légitimité à piloter une institution panafricaine de cette envergure. Après le premier reportage sur la BAD et son nouveau président, allons à présent à la rencontre des agents de l'institution pour recueillir leurs avis sur les grands défis de développement du continent, agriculture, industrialisation, emploi des jeunes, autant de chantiers auxquels ils devront apporter des réponses sous le leadership de Sidi Ould Tah. Francis Kofi. En tout cas, vraiment, ça ne sera pas un défi aussi qui va s'éloigner de celui que l'ancien vient d'accomplir, c'est-à-dire la réduction considérable de la pauvreté au niveau du continent africain. Et ce défi va naturellement se faire savoir au niveau du développement de nos infrastructures, au niveau de l'industrialisation de l'Afrique et bien entendu au niveau en tout cas vraiment de la réduction considérable de la pauvreté en luttant contre le taux de chômage, surtout au niveau de la jeunesse. Comme le président Sidi Ould Tah a déjà introduit, nous avons des défis majeurs, notamment déjà pour résoudre déjà le problème de l'employabilité des jeunes, trouver des moyens et des ressources pour pouvoir pallier à certains déficits, notamment dans l'agriculture et dans tant d'autres domaines d'activité. Et nous prions personnellement que le président qui a pris, disons, les rênes de notre organisation pourra effectivement aller jusqu'à leur terme. La Banque africaine de développement ne pourra pas tout faire toute seule. Elle va s'appuyer sur un certain nombre d'institutions, sur un certain nombre de structures. Donc le président a beaucoup insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté sur le fait que la jeunesse africaine nous regardait. L'avenir de l'Afrique est important pour la BAD, qui est l'instrument de financement
du développement du continent. Il va falloir lui donner les moyens dans un esprit de coopération et de réalisation. Et à présent, un sujet qui touche la vie quotidienne, la baisse du prix du carburant et ses répercussions sur le portefeuille des ménages. Depuis ce 1er septembre 2025, les consommateurs ivoiriens bénéficient d'une diminution des prix des carburants à la pompe, une mesure annoncée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie via la Direction générale des hydrocarbures. Cette baisse concerne les 3 principaux produits pétroliers utilisés au quotidien avec une réduction uniforme de 25 francs CFA par litre. Alors ce soir, on s'interroge. Comment cette mesure a-t-elle été accueillie par les automobilistes et quel impact pourrait-elle avoir sur les tarifs des transports en commun? Élément de réponse avec André Sémian, Ahmed Badini et Karel Dablé. C'est une mesure qui vient soulager de nombreux automobilistes sur l'étendue du territoire national. Depuis ce 1er septembre, le prix du litre de super sans plomb connaît une chute bienvenue, passant de 855 francs CFA à 830 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA. Le prix du gasoil moteur dégringole de 700 à 675 francs CFA, offrant un répit similaire. Au cœur d'une période où le coût de la vie est une préoccupation majeure pour les ménages, ces ajustements du gouvernement sont salués comme une bouffée d'air frais, directement destinée à améliorer les conditions de vie des populations. Sur le terrain, les automobilistes ne cachent pas leur satisfaction et accueillent ces mesures avec un réel enthousiasme. Vu la baisse du prix, je pense qu'avec 10 000, tu peux pas faire au moins ta course de la journée. Ça va beaucoup arranger la population. Actuellement, là, le temps est dur, ça ne marche pas. Donc, on tourne vite beaucoup. Si Dieu merci, ils ont pensé à nous à baisser le carburant un peu, ça fait un plaisir pour nous. Avec 1,6 million de véhicules sur les routes ivoiriennes, le secteur du transport figure parmi les plus gros consommateurs de carburant, qui représentent une part importante de leur charge. La baisse récente de 25 francs CFA par litre, bien que bienvenue, est jugée trop faible par les transporteurs pour influencer significativement les tarifs. Ils estiment qu'une réduction plus importante, tenant compte de plusieurs facteurs économiques, serait nécessaire. Donc, que ce soit le carburant baissé, élevé, mais le montant est toujours là, ce n'est pas de nos fautes. Si les syndicats baissent un peu le prix des trucs, nous on avance avec ça, nous on n'a pas pris ça. Les chauffeurs avec les syndicats, ils vont essayer de voir c'est la possibilité. Mais bon, ça c'est plus à notre niveau. Sinon c'est envisageable quand même. Ouais. En théorie, une baisse du prix à la pompe devrait permettre de diminuer les charges des transporteurs et par conséquent réduire les tarifs appliqués au passage ainsi qu'au transport de marchandises. Les populations, principales victimes de la hausse du carburant, espèrent ainsi une baisse des prix du transport grâce à ces nouveaux tarifs du carburant. Si ça diminue un peu, que ça peut les arranger quelque part, qu'ils peuvent aussi diminuer le prix du transport, comme ça nous aussi, population, ça nous arrange. On est très heureux pour la baisse du prix du carburant. On demande aussi aux transporteurs s'ils peuvent diminuer le prix du transport, parce que ce n'est pas du tout facile. Cette baisse du prix du carburant contribue à préserver un équilibre économique et social, alors que le coût de la vie demeure élevé. Son impact réel sur le prix du transport pourrait tarder à se faire ressentir en raison du mécanisme complexe de fixation des tarifs et des pratiques bien ancrées dans le secteur. Et puis, cap sur l'intérieur du pays avec un reportage qui nous plonge dans les traditions. Le samedi 30 août dernier, deux chefs de village ont été intronisés à Dabou et Songo en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Michel Niagne Animel devient chef d'Agnébi dans la sous-préfecture de Dabou et Honoré Sika Akishi, chef d'Ayewayi à Songon. Kélina Lebonsoro nous fait vivre ce soir ces deux cérémonies d'intronisation qui confèrent une légitimité morale aux chefs installés. C'est dans ce reportage commenté par Fabrice Ndé. Ayewayi a désormais un nouveau chef, infirmier de profession. Honoré Sika Akichi est devenu le 5e chef du village d'Ayewayi, sous-préfecture de Songon. Nommé par arrêté préfectoral depuis le 5 mai 2024, il a été intronisé par les dépositaires de la tradition, symbole de légitimité morale qui lui permet de guider sa communauté. Après ce moment coutumier chargé d'émotions, le préfet d'Abidjan, Ondjoukwa, a remis officiellement l'arrêté d'intronisation en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un geste solennel qui l'a accompagné d'un message empreint de sens adressé à l'ensemble des invités. Je voudrais vous engager à maintenir ici même, dans ce village, un climat de paix, un climat de cohésion, un climat d'entente.
Il faut privilégier la communication, qui est la clé de toute cohésion. Emboîtant le pas du préfet d'Abidjan, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est à son tour adressé à Honoré Sika Akichi, nouveau chef d'Ayowaï. Il a exhorté à rester à l'écoute de ses administrés et à se mettre pleinement au service des populations qu'il est désormais appelé à guider. Un chef est un pont entre le ciel et la terre. Parce que Dieu va parler à travers vous aux autres. C'est pourquoi un chef doit toujours avoir les genoux par terre. Il faut que le chef s'abaisse pour que le peuple monte. L'ambiance était également festive à Agnibi, sous-préfecture de Dabou. La communauté a célébré l'intronisation de Ignay Ayimel, nommé le 16 novembre 2021 comme nouveau chef du village. L'arrêté lui a été remis par le préfet de Dabou, Rémi Nzikanga, avant son intronisation officielle par le collectif des chefs du Léboutou, signe de la bonne entente et de la cohésion qui règne entre les autorités traditionnelles de la région. Dans leurs interventions respectives, le préfet et le premier ministre ont exhorté le nouveau chef ainsi que ses administrés à travailler en synergie pour le développement de l'Agnibi. Population du village d'Agnibi, vous reconnaîtrez désormais en Monsieur Ignay Ayimel Michel, votre chef. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera de bien pour le développement de votre village et pour le succès de l'administration du territoire dans le département de Dabou. Vous ne serez pas seul. Vous avez autour de vous la collectivité de tous les chefs du Léboutou, qui est une force collective qui vous entoure, comme le chef d'une génération est entouré par ses amis de la génération. Vous n'êtes pas seul parce que les cadres et les élus vont vous entourer. Et parmi les cadres et les élus, je voudrais avoir l'honneur d'être compté parmi eux pour vous entourer. À Ayowaï comme à Agnibi, M. Robert Begrimombe a exhorté les deux nouveaux chefs à œuvrer pour le bien des populations afin de bâtir le développement de leur communauté dans un esprit de paix, d'amour et surtout d'union. Toujours en Côte d'Ivoire, allons à la découverte d'un événement culturel majeur. Le Mapuka Festival 2025 est une célébration culturelle de la danse ancestrale Aïzi, organisée dans le village de Nigissaf. Cet événement festif marqué par des concours de danse, des spectacles musicaux et des activités culturelles vise à pérenniser le patrimoine Aïzi et à renforcer la cohésion sociale autour de cette tradition. De la danse à la cohésion sociale, comment le Mapuka Festival séduit petits et grands? Les détails dans ce reportage commenté par Karel Dablé. Nigissaf en effervescence autour du Mapuka Festival. Danse traditionnelle du peuple Aïzi, le Mapuka originel fait partie intégrante de leur riche héritage culturel. Depuis 2 ans, il a été transformé en festival, offrant à la communauté un prétexte festif et culturel pour se rassembler, renforcer les liens sociaux et mettre en valeur les multiples atouts de leur patrimoine. Durant 3 jours, le village de Nigissaf a vibré au rythme des célébrations, entre musique, danse et ferveur populaire. À travers ce festival, nous voulons harmoniser les us et coutumes du peuple Aïzi. Elles sont un peu éparses par village ou par groupe pour une identité du peuple. Nous avons l'onction de nos têtes couronnées et de nos sages, l'onction des cadres qui nous accompagnent. Nous pensons que le long terme là sera atteint grâce à l'union de tous. La 2e édition du Mapuka Festival a été placée sous le signe de la cohésion sociale en vue d'une élection présidentielle apaisée et sans violence. Ces mots ont été repris par Janus Yapo, représentant du Premier ministre Robert Begrimombe. La culture est en train de nous véhiculer ce qu'on appelle la paix, la joie de vivre. Et donc le peuple Aïzi est un élément pour aider les autres peuples qui n'ont pas encore compris que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons nous aimer, nous devons nous accorder nos efforts pour l'intérêt
seul de ce pays. Redécouverte pour certains, découverte pour d'autres. Le Mapuka, danse culte popularisée dans les années 1990 par des groupes mythiques comme Negisav Cadence et Tabot Cadence, replonge les festivaliers les plus anciens dans leurs souvenirs d'antan. Plus de 5000 participants ont vibré au rythme des tambours et des sons, entraînant du Mapuka Festival, transformant le village en une véritable scène de fête et de célébration culturelle. Le Mapuka Festival ambitionne de s'imposer comme l'un des rendez-vous culturels annuels les plus attractifs et éducatifs de Côte d'Ivoire, alliant patrimoine, danse et transmission des valeurs traditionnelles. L'actualité internationale de ce jour est marquée par des transitions politiques en Afrique, une intensification du conflit à Gaza et une catastrophe meurtrière en Afghanistan. On fait le point avec Thierry Nyonzou et Yann Espiard. Le Bénin entre dans une nouvelle phase politique avec l'officialisation de la candidature de Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, à la présidentielle de mars 2026. Soutenu par la coalition au pouvoir, il devient le dauphin désigné du président Patrice Talon, qui a confirmé son retrait à la fin de son second mandat. Alors que le Bénin prépare cette succession politique, le Gabon poursuit sa transition. Le pays a célébré ce samedi la 2e édition de la Fête nationale de la libération, instaurée après le coup d'État du 30 août 2023, qui a mis fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. À Tibanga, le général Brice Oligui Nguema, auteur du putsch et président de la transition, a présidé une grande parade militaire. Au-delà du continent, l'actualité internationale reste dominée par le conflit à Gaza. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué Abu Obeida, porte-parole militaire du Hamas, lors d'une opération. Dans le même temps, Tsahal a mené une nouvelle vague de bombardements ayant fait plusieurs dizaines de morts. Enfin, en Asie, un séisme de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan ce lundi 1er septembre, faisant plus de 800 morts et plus de 2700 blessés. Localisé près de Jalalabad, il a provoqué d'importants dégâts. Les secours s'activent toujours pour retrouver des survivants, alors que le bilan pourrait encore s'alourdir. Ainsi se referme cette édition, une actualité riche entre défis de développement pour le continent, réalité locale en Côte d'Ivoire et drame humain à l'international. Merci de votre fidélité, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir. Momo, les nouvelles sont bonnes. Vos frais de retrait sont à 0%. Pour tout retrait validé à partir de l'appli Momo. La totalité des frais prélevés sont remboursés en 48 heures. Télécharge ton appli Momo sur le store de ton choix et profite d'opérations 100% gratuites. Momo, c'est simple, rapide et sécurisé. Investir, innover, transformer, maintenant. Rendez-vous les 29 et 30 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire pour la CGC Academy 2025. Thème, souveraineté économique, le temps de l'action. Pays invité, le Maroc. Entrepreneurs, investisseurs, décideurs, venez débattre, réseauter et propulser vos projets. Pass CEO, 300 000 francs. Pass Young CEO, 150 000 francs. Infos et inscriptions sur www.cgcacademy.org. Infoline 07 49 49 79 79. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre. Grand par sa culture qui rayonne. Au-delà de nos frontières.
par ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent. Porté aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix, fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne qui reste bien calibré sur la première partie. Nous terminons donc notre sujet entamé. Il s'agissait donc de la candidature du président du PPACI, Laurent Gbagbo, et le PPACI souhaitait donc exhorter le gouvernement à utiliser l'article 48, ex-ancien article 48 de la Constitution, aujourd'hui article 73. Élisée, vous aviez la parole. C'était en passé à Daouda, ensuite Marius. C'était Élisée, c'était qui parlait? C'était Élisée, et puis après, j'avais demandé Très bien. Enfin, allez-y, Herman. Tu t'es battu sur la parole tout à l'heure. Il n'a pas voulu m'écouter, mais c'est pas grave. Allez-y, c'est pas grave. Vous avez la parole, Herman. Non, ce que je voulais dire, parce que d'abord, dans son exposé, dans sa conférence de presse qu'il a animée, M. Damana Diapikas du PPACI n'a jamais fait insinuation, n'a jamais convoqué l'article 73 de la Constitution. Donc on ne peut pas prendre de façon factuelle l'élément, l'article 73 de la Constitution de 2016 pour essayer d'interpréter ce qu'il a dit. Il a plutôt parlé du contexte en convoquant l'article 48 de l'ancienne Constitution, enfin, de l'ancienne Constitution que Laurent Gbagbo a appelé pour amener le Conseil constitutionnel à prendre la décision de façon exceptionnelle de mettre certains candidats, enfin d'ouvrir cela à tous les candidats, les acteurs politiques d'alors. Élisée disait tout à l'heure dans ses propos que l'arrêté du Conseil constitutionnel, l'arrêt du Conseil constitutionnel qui amenait les différents candidats à désigner les candidats n'était pas suite à ce qui s'est passé à Pretoria avec Thabo Mbeki en 2005. C'est faux, puisque cet arrêt que j'ai sous la main ici, dans un de ces alinéas, ça a mis ici, vu la décision numéro 2005-10-PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Donc l'arrêt de 2009... Termine l'article. Moi j'ai l'article en fait. Parce que tu le lis comme ça, tu le biaises. Attendez, on lit tout là. On lit l'arrêt. Écoutons-nous. Ce que je veux dire, c'est pas juste cet arrêt du Conseil constitutionnel qui a permis de désigner les candidats à l'élection présidentielle de 2010, qui venait, puisque c'était ce qu'ils étaient en train de préparer, a convoqué l'arrêt de 2005 relative à la désignation exceptionnelle des candidats à l'élection présidentielle. Et cet esprit de 2005, c'est ce qui a permis cet arrêt. Donc dire que ce n'était pas dans l'arrêt du Conseil constitutionnel de Tiakoné de 2009 n'est pas en référence avec de Paul Yaoundé, ne fait pas référence à ce qui s'est passé en 2005, c'est pas vrai. Puisque l'objectif même, c'est ce qui a conduit tout cela à l'élection présidentielle de 2010, fait en sorte que ça soit ouvert à tous les acteurs politiques qui étaient opposés dans ce qu'on a connu dans la crise. Donc 2010, cet arrêt-là, c'était la finalité de plus ou moins de tous les processus de négociation, de réconciliation, jusqu'à ce qu'on arrive à l'élection présidentielle de 2010. Donc dire que ce n'est pas dans l'esprit de 2005 que ça a été convoqué, c'est pas vrai. Très bien. Daouda, et ensuite Marius et Élisée, vous aurez donc le temps de réagir. Daouda. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon frère Élisée que... Justement, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, on va rappeler un peu les faits. Non, il disait que j'exagérais quand je parlais appel à l'insurrection. Du discours de Damana Pigas qui ressemblait à de l'insurrection. Et j'aimerais te dire que reconnaître un appel à l'insurrection qui est en train d'en prendre la forme, ce n'est pas exagéré, c'est juste refuser de fermer les yeux. Parce que oui, ce que Damana Pigas appelle mobilisation citoyenne ressemble vraisemblablement, et c'est ce que j'ai dit sur ce plateau,
à un appel à l'insurrection masquée. Parce que pourquoi est-ce que je dis cela? Le discours qu'il tient, c'est un discours politique de mobilisation pour galvaniser. Mais quand Herman vient s'asseoir qui me dit oui, Laurent Gbagbo a dit, mais Herman, je vais te rappeler ce que Laurent Gbagbo a dit. Il dit qu'il va s'opposer au énième mandat, je ne vais pas dire au 4e mandat de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Non, qui s'oppose à qui? Parce que... Laurent Gbagbo dit qu'il s'opposera au 4e mandat de Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit à Yopougon devant tout le monde. Et donc, quand on est sur le plateau, qu'on s'écoute religieusement, tu vas comprendre que, à la vérité, quand il finit de dire ça, sur quelle base juridique il s'appuie pour s'opposer à ce mandat-là? Puisque tu n'as pas les leviers juridique avec toi. Ça, c'est la première des choses. D'autant plus que le sort en matière de droit a été jeté. Le dossier Laurent Gbagbo est un dossier de droit qui ne peut être réglé que dans les limites de la loi. Donc, quand tu le dis, et qu'après on vient nous dire, le Conseil constitutionnel va donner son arrêt le 10, mais on va s'opposer. Tu t'opposes avec quoi, Herman? Dis-nous sur ce plateau. Avec quoi tu t'opposes? Sachant que tout a été dit, tout a été fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre la peine d'expliquer les choses aux gens. D'autant plus qu'il a dit lui-même, je vais m'opposer. Tu t'opposes avec quoi? C'est un dossier qui est purement et simplement juridique. Point barre à la ligne. Marius, comment vous demandez la parole? Oui, parce qu'au final, certains en rigolent peut-être avec un dossier aussi important qui met en danger ou qui pourrait mettre en danger, devrais-je dire, le destin de toute une nation. Je le dis et je le répète. Est-ce que parce qu'un individu, fût-il ancien chef d'État, bien que je sois l'un de ses grands partisans, pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale, j'ai développé les raisons. Mais de là, à voir mon pays sombrer, de là, à voir mon pays retourner dans la situation de 2010, je ne suis pas partant. C'est de ça que je parle. Quels sont les actes et faits qui vous disent Mais quand, par exemple, un ancien chef d'État qui dit qu'il est abonné à la démocratie nous dit qu'il empêchera un candidat de faire un autre mandat, par quel moyen? L'a demandé Daouda. Par quel moyen? Bon, à quel titre, moi, Marius, comme moi, lui, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, je pouvais, en tant que leader de la société civile, dire que je me donnerais les moyens de l'empêcher de faire, par exemple, un 3e mandat. On a dit, lui-même, il a reconnu qu'il a fait 2 mandats en 1. Mais donc, il s'empressait à aller sur un 3e. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, il a fait 10 ans. Il s'apprêtait à faire un 5 ans d'années supplémentaires. Mais donc, on veut nous... Ça dit, c'est cette façon-là, en fonction du camp qu'on soutient, on veut défendre les choses. Non. Le monsieur avait fait 10 ans au pouvoir. Il s'attendait à faire 5 ans supplémentaires. Ça fait 15 ans. Moi, je compte comme ça. Ou bien, je n'ai pas été à l'école. Alors, M. Ouattara a fait lui aussi, et je l'ai dit ici, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il ait fait 2 mandats, qu'il fasse un 3e mandat? Mais tout ça là dépend de quoi? De la Constitution. Et j'ai expliqué ici, nous sommes allés à un référendum en 2016. J'ai dit le seul cadre, le seul intellectuel ivoirien politique qui a défendu bec et ongle et qui a demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter cette constitution, c'est Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention et les arguments qu'il a développés tenaient pour nous. La preuve, on a créé le Sénat, on a augmenté les prix de certains produits, dont le carburant et autres, et nous on se plaignait. On a augmenté l'électricité et nous on se plaignait, mais ils nous avaient prévenus. Oh, est-ce qu'on l'avait écouté? On allait voter tous ensemble, y compris le PDCI, RDA, qui était en alliance avec le RDN d'alors et Diom Soro et consorts. Ils ont tous appelé à voter, oui, cette constitution au référendum. Les gens sont allés voter. Bon, aujourd'hui, vous les avez tous induits en erreur. Aujourd'hui, vous contestez les dispositions de cette constitution qui donne la possibilité au monsieur d'avoir annulé ses 2 premiers mandats et de reprendre comme si nous étions dans une nouvelle... puisqu'il y a une nouvelle république, donc de reprendre à zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on vient nous opposer encore à ça. Ça dit les mêmes choses que nous ont envoyées en 2010, où on parle de 3000 morts, et certainement plus. On revient encore avec ça. Nous sommes à quelques mois, quelques semaines
de la présidentielle, on continue encore de nous dire oui, bon, tel ne sera pas candidat, les discours commencent à être guerriers. Et c'est pour ça que j'ai dit ici sur ce plateau, est-ce qu'on est prêt encore à retourner en exil? Et Daouda l'a dit, avons-nous les leviers de contraindre des gens qui sont au pouvoir à, par exemple, céder à ne pas aller à une élection là où la loi leur permet? Très bien. Bon, voilà, c'est ça les problèmes. Il faut éviter de créer des problèmes. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'une deuxième année 2010 en Côte d'Ivoire. Nous en avons assez souffert. Et vous qui êtes allés en exil, bien, vous en avez également assez souffert. Merci. Il faut qu'on crée les conditions de refaire la politique autrement en ayant une élection apaisé, de sorte à ce que les Ivoiriens ne soient pas apeurés. C'est Herman qui le disait, tout le monde a peur. Très bien, nous, on ne veut pas avoir peur, justement. Merci beaucoup, Marius. Et moi, je n'ai pas peur. Élisée Boloube, donc vous étiez avec Herman, justement, sur le point de créer. Allons-y avec vous, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Christelle. Je pense qu'avant que je ne poursuive, il est important quand même de rappeler, je dis un principe sacro-saint. Allez-y. Quand on est sur un plateau, il faut apprendre à s'écouter. Parce que si on ne s'écoute pas, et pas juste écouter, mais chercher à comprendre. Parce que si on ne s'écoute pas, on va aller dans tous les sens. En référence à sa phrase qu'il a dit vient corroborer ce que j'ai dit. Mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que la décision prise par Thabo Mbeki a été prise en perspective de l'élection de 2005. Ce qu'il a lu là a dit quoi? Voilà l'arrêté que j'ai sous les yeux ici. L'arrêté là, on peut tout lire l'arrêté. C'est pourquoi je dis... Où est la différence en fait? Parce que vous lui demandez de terminer la lecture du décret. Il n'a pas terminé. Oui, mais il n'a pas terminé parce que moi je vais terminer pour montrer aux Ivoiriens ce que ça veut dire justement. Allez-y. Voilà. Quand on finit, d'abord vu, il a dit la décision prise en 2005 et tout ça. Donc pour dire qu'il y a une décision qui a été prise en 2005 mais en prélude à l'élection. Le président du Conseil constitutionnel, il poursuit dans son arrêt, il te dit qu'il résulte de ce qui précède, que l'élection, les vues qu'il a citées là, je vais vous dispenser ça. Bien sûr. Il résulte de ce qui précède que l'élection présidentielle du 29 novembre 2008 est régie par l'ensemble des décisions susmentionnées, auxquelles il convient d'ajouter la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Considérant que ces textes consacrent, voilà ça, consacre deux catégories de candidats, à savoir d'une part les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi, déclarés éligibles, et d'autre part les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant toutefois que ces candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord Marcoussi sont éligibles en application de la décision du 5 mai 2005 susvisée, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle issu de la première catégorie, donc c'est-à-dire la catégorie de ceux qui ont signé l'accord de Marcoussi, est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de la signature et indiquant les mentions relatives. Tout est là, nom, prénom et tout ce qui va avec. Maintenant, pourquoi ce point justement? Mais c'est important, quand on se parle, il faut qu'on s'écoute. La décision qui a été prise par l'accord de Pretoria, comme il l'indique, l'accord de Pretoria avait été pris, ou du moins avait été conclu, dans la perspective d'une élection qui était prévue avoir lieu en 2005. Comme on s'est rendu compte que c'était plus possible de faire l'élection en 2005, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que le mandat du président Laurent Gbagbo ait continué? Logiquement, un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Pourquoi le mandat a continué? Parce qu'on a vu qu'on était dans l'incapacité, dans le projet de sortie de crise, de pouvoir faire des élections dans cette période-là. Donc on a prolongé la candidature. Mais la décision qui avait été prise, mais la décision qui avait été prise était en fonction de l'élection qui était prévue. C'est pourquoi quand le président du Conseil constitutionnel vient et il fait référence à 2005, il pouvait faire fi de ça. Pourquoi il ne fait pas fi? Il fait référence pour dire que, compte tenu du fait qu'on avait pris une décision en 2005, cette décision-là, on la maintient, mais les candidats là, ils sont obligés de produire des dossiers de candidature qui soient quand même des gens conformes. Et on cite ces dossiers-là. Ça, vraiment, c'est dans la forme. Mais non, je vais revenir. Moi, c'était juste pour clôturer ça. Je vais poursuivre le débat. Je reviens encore à ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Je dis et je répète. Peut-être qu'il n'a pas suivi. En entame de mes propos, j'ai dit l'article 48 évoqué par Damana Picasse de la Constitution de 2000 là. Cet article-là est repris in extenso par l'article 73 de la Constitution de 2016 que j'ai ici. Tout à fait, oui, on l'a vu. Ça, je l'ai dit en entame. Donc, quand je convoque l'article 73, si vous voulez, c'est une référence à l'article 48 de 2000.
Voilà. Donc c'est important quand même qu'on fasse cette précision pour qu'ils comprennent. Donc on ne cite pas un 73 parce qu'on a envie de citer un 73. C'est vrai qu'il n'a pas évoqué le 73, mais le 48 qu'il a évoqué, parlant de l'accord de Pretoria et de 2000, cet article est repris inédit. On le voici ici, en article 73 dans la Constitution de 2016. C'est pourquoi il est à l'écran. Donc quand on regarde ça, c'est clair. Je dis, je répète, c'est clair. On n'a qu'à lire. L'article vous dit quoi? Ces mesures exceptionnelles demandées au chef de l'État ou que peut prendre le chef de l'État là, elles sont exigées par ces circonstances. Et quelles sont ces circonstances? Ces circonstances-là, les voici. Voilà ça en haut là-bas. Lorsque l'élection de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Très bien. Voilà les circonstances dans lesquelles ces mesures dites exceptionnelles, contenues dans l'article 113, que donne la Constitution au président de la République, peuvent être prises. Voilà ça. C'est très bien. Messieurs, merci beaucoup. Non, chacun de vous... accepter ça. Ce qu'ils viennent de dire, ils m'ont tous cité. J'ai une amalgame qui est fait, donc laisse-moi faire des précisions par rapport à ça. Herman, je peux avoir la parole? J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre un sujet. Est-ce que je peux avoir la parole, Herman? Je termine et puis vous allez voir si je peux avoir la parole. J'insiste pour voir. Non, mais doucement, non, Herman, doucement. Il faut changer d'attitude, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Alors non, Herman, je vous en prie. Le plateau, je le dirige. Calmez-vous comme les autres. Et je passerai la parole. Tout doucement, je vous en prie. Messieurs, donc je te disant, merci beaucoup. Le second sujet qui était donc le sujet du Conseil constitutionnel. Christelle, tu peux pas. Le second sujet qui était le sujet du Conseil constitutionnel ne sera pas fait à cause du temps. On termine avec ce sujet-là. Et c'est Herman qui termine sur votre point. Herman, doucement, s'il vous plaît. OK. D'abord, j'ai vu l'argumentaire de tout à l'heure d'Élysée. C'est juste des acrobaties. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, pourquoi il y a débat? C'est exactement ce que je disais. Il est revenu exactement sur ce que je disais. Je disais simplement que dans l'arrêt de 2009, qui a institué l'élection présidentielle, qui annonçait les candidats tués à l'élection présidentielle de 2010, cet arrêt-là a été convoqué, dans cet arrêt a été convoqué justement les dispositions de l'accord de Pretoria, qui voulait faire de tous les acteurs politiques, qui devait faire de tous les acteurs politiques des candidats. Donc en 2009, parce qu'Élysée tentait de nous faire croire qu'en 2009, l'arrêt qui a été pris par le président de la Cour constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, qui était Paul Yaoundé, n'avait pas prévu, mis dedans l'esprit de 2005. Là-dessus, apparemment, il est revenu sur ses deux pieds. C'est qu'on est tous d'accord que l'arrêt de 2009, qui a convoqué, qui a institué l'élection de 2010, qui a fait en sorte que des candidats soient exceptionnellement candidats, c'était par rapport à l'esprit de l'élection de 2005, par rapport à Pretoria. Donc on est tous d'accord là-dessus. Donc je ne vois pas vraiment l'amalgame, c'est lui qui voyait un amalgame. Donc, puisque à un moment donné dans ce pays, il y a eu des candidats qui sont devenus candidats de façon exceptionnelle, c'est la même chose que par rapport à tout ce qu'on voit, le contexte qu'on vit actuellement, c'est par rapport à cela que l'opposition soumet un instrument que le président de la République pourrait utiliser. Donc l'article 48 dans son ancien... Le PPACI, mais aujourd'hui le Front commun, là, ils sont tous dedans. Il y a le PDCI aussi, RDA qui est dedans. Donc voilà pourquoi dans cet esprit-là, le PPACI soumet au président de la République de convoquer l'esprit de l'article 48. Donc si dans la Constitution actuelle, c'est l'article 73, il doit lui donner toutes les forces pour pouvoir faire en sorte que l'élection de 2025 puisse intégrer tous les candidats de sorte à ce que cette élection soit inclusive. C'est le point que je voulais faire. Merci beaucoup. Alors nous devrions également recevoir M. Mathieu Kachia, conseiller municipal de la commune de Cocody, qui venait parler donc au nom du maire Jean-Marc Yassé. Mais je pense que cela sera pour une prochaine fois. Messieurs, donc le sujet sur le Conseil constitutionnel sera assurément traité demain. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.